La nuit, le désert du Negev est silencieux. Nulle circulation, nulle lumière de la ville, seulement le sable, le silence, et une installation enfouie si profondément sous la terre que la majeure partie du monde a passé 60 ans à prétendre qu'elle n'existait pas. Elle se trouve à 13 kilomètres au sud-est d'une petite ville israélienne. Elle est située à environ 90 kilomètres de Jérusalem. Et ce soir, des responsables militaires iraniens l'ont placée nommément dans leur collimateur, publiquement et officiellement. Ils l'ont qualifiée de cible finale. Non pas un bluff destiné à un auditoire national, mais une déclaration calculée, transmise par les canaux officiels iraniens. Si les États-Unis et Israël persistent à vouloir un changement de régime, les derniers missiles de l'Iran voleront directement vers le centre de recherche nucléaire Shimon Peres du Negev. Dimona, l'unique installation qui change tous les calculs sur ce que cette guerre peut devenir. Voici donc la question à laquelle personne ne répond clairement ce soir. Si l'Iran tire ce qui lui reste sur un point unique du Negev, la défense israélienne tiendra-t-elle? Et si elle ne tient pas, qu'adviendra-t-il de 6 décennies de matière radioactive entreposée sur ce site? Ceci n'est pas une histoire de missiles. C'est une histoire sur la frontière entre une guerre régionale et quelque chose qui ne peut être contenu. Dimona n'est pas seulement un problème israélien. Ce qui se passe dans le Negev concerne ce soir chaque pays sur Terre. L'édifice dont le monde ignore l'existence. Commençons par le lieu lui-même. Car pour comprendre pourquoi la menace iranienne a un tel poids, il faut comprendre ce qu'est réellement Dimona. Non pas ce que les responsables israéliens en disent, ni ce que la propagande iranienne prétend, mais ce que les preuves, l'histoire et les archives satellitaires indiquent. Officiellement, c'est le centre de recherche nucléaire Shimon Peres du Negev. Il est situé au cœur du sud d'Israël, à environ 13 km de la ville de Dimona et à quelques 90 km de Jérusalem. Israël l'a construit dans le plus grand secret. La construction a débuté à la fin des années 1950 avec l'aide de la France. Et pendant des années, les responsables israéliens l'ont décrit aux diplomates américains comme étant tout autre chose. Une usine textile. Une usine textile dans le désert, entourée de clôtures électrifiées, de routes de patrouille, de laboratoires souterrains et de défense anti-aérienne. Les rapports en sources ouvertes décrivent un complexe s'étendant sur une vaste emprise, avec de multiples bâtiments, un périmètre de sécurité renforcé et des espaces souterrains conçus pour être invisibles de l'extérieur. Certains récits font état d'une dizaine de bâtiments sur une large réserve désertique avec des laboratoires souterrains et des milliers de scientifiques et de techniciens y travaillant. Que chaque détail soit exact ou non, le schéma est cohérent. Il ne s'agit pas d'un campus de recherche civile, c'est une installation stratégique fortifiée construite pour survivre à la guerre. Son objectif, dans le langage le plus prudent, est la recherche. La réalité, telle que des générations d'analystes l'ont évaluée, est que Dimona est le cœur de la capacité nucléaire d'Israël. Sa base de production et de matériaux, et l'histoire a son importance. Dès la fin des années 1960, les évaluations du renseignement américain avaient déjà conclu qu'Israël possédait l'arme nucléaire. Israël a répondu par le silence, puis par une politique. Israël ne l'a jamais confirmé, il ne l'a jamais nié. C'est l'ambiguïté nucléaire. Ne confirmer ni ne nier l'existence d'un arsenal. Pendant des décennies, ce fut la posture de dissuasion d'Israël. Forcer chaque adversaire à supposer le pire sans lui donner de chiffres précis à modéliser, et éviter de déclencher les conséquences diplomatiques qu'une déclaration ouverte créerait. Mais l'ambiguïté est à double tranchant, car la même incertitude qui dissuade l'escalade fait aussi de Dimona l'une des cibles les plus dangereuses de la planète. Une frappe qui endommage Dimona n'est pas comme une frappe sur une base aérienne. Elle n'est pas seulement militaire, elle est radiologique, elle est environnementale. Elle est politique d'une manière irréversible. Et les estimations qui existent dans le domaine public ne sont pas négligeables. Une évaluation de 2025 classe Israël parmi les États dotés de l'arme nucléaire, estimant à plus de 80 le nombre d'ogives nucléaires, environ 30 armes aéroportées et une cinquantaine d'ogives de missiles balistiques, plus des matières fissiles qui pourraient en permettre bien davantage. Que ces chiffres soient exacts n'est pas la question. La question est la suivante. Dimona représente un stock de matériaux accumulés sur des décennies, et l'Iran vient de mettre ce site sur la table. La menace qui a changé l'équation. Le 4 mars 2026, 5 jours après le début de la campagne aérienne conjointe américano-israélienne, le message public de Téhéran a changé d'une manière que les esprits sérieux auraient dû prendre le temps de lire. Un haut responsable militaire iranien a déclaré à l'agence ISNA que les derniers missiles efficaces de l'Iran
ciblerait Dimona et les infrastructures énergétiques régionales si les États-Unis et Israël poursuivaient un changement de régime. Dernier missile efficace, cette formulation est importante. Ce n'est pas le langage d'un arsenal confiant. C'est le langage d'un commandement qui sait que sa capacité de lancement a été dégradée et qui décide de ce qu'il peut encore atteindre et de ce qui imposerait le coût le plus élevé. L'Iran ne menaçait pas seulement Israël. Il posait une question à Washington. Êtes-vous prêt à risquer ce qui se passerait si une force de missiles iraniens, dégradée mais toujours opérationnelle, misait tout sur un point unique dans le Negev? C'est pourquoi cela a été dit publiquement, car une fois qu'une telle menace est officiellement formulée, elle devient partie intégrante du champ de bataille. Non pas le champ de bataille physique, mais le champ de bataille décisionnel. Et notez ce qu'Israël ne peut pas faire en public. Israël ne peut pas publier une évaluation détaillée de la menace pesant sur Dimona sans confirmer ce qu'il a passé 60 ans à nier. Il ne peut pas vous montrer le plan de stockage, la conception du confinement, la profondeur des salles souterraines ou la conséquence exacte d'une brèche. Car à l'instant où il le ferait, il troquerait l'ambiguïté contre l'aveu. Le langage public reste donc vague, protégé, sécurisé, résilient. La vraie conversation a lieu dans des salles classifiées où les planificateurs ne débattent pas de politique. Ils débattent de la direction du vent, de l'inventaire des intercepteurs et du nombre de secondes qu'il reste au chronomètre. Dimona peut-elle être défendue? Nous arrivons maintenant à la partie la plus inconfortable, les mathématiques. La défense multicouche d'Israël est parmi les plus sophistiquées au monde. Le système Arrow pour les missiles balistiques, la fronde de David pour le moyen et long rayon d'action, le dôme de fer pour les roquettes, auxquels s'ajoutent les moyens américains et le partage de données radar à travers la région. Mais la défense antimissile n'est pas de la magie. C'est un calcul de probabilité sous pression. Et la pression change lorsque la cible est un point unique. Il existe un précédent en source ouverte qui ne doit pas être ignoré. En avril 2021, lors d'un incident lié à la Syrie, un missile solaire est tombé près de la zone de Dimona, malgré les efforts d'interception. Un missile solaire, conséquence non guidée d'un engagement différent, a atterri à une proximité inconfortable. Si cela a pu se produire dans un contexte différent, la question de ce que les missiles balistiques restants de l'Iran pourraient défaire n'est pas une question théorique. C'est un problème de planification. L'Iran a affiné la saturation à travers des cycles d'escalade répétés. Avril 2024, octobre 2024, juin 2025 et les premiers jours du conflit actuel avant que des frappes n'aient, selon les rapports, détruit des centaines de lanceurs et fortement réduit la cadence de tir de l'Iran de quelque 80 à 90%. Une cadence de tir réduite n'est pas synonyme d'une capacité anéantie. Si l'Iran ne peut pas tirer partout, il peut choisir où. Une salve concentrée, chaque missile efficace restant visant un seul site, force les systèmes de défense à la version la plus ardue de leur mission. Une performance parfaite dans un secteur étroit contre des ogives rapides, possiblement manœuvrantes, dans des délais compressés. Et l'avertissement historique ici est simple. Lors des grandes salves passées, l'objectif de l'Iran était de submerger par le volume sur de nombreuses cibles. Une salve sur Dimona serait différente. Moins de lanceurs, moins de missiles. Mais une concentration sur un point unique, conçu pour transformer une seule brèche en catastrophe. Une défaillance dans une ville est une tragédie. Une défaillance à Dimona est un événement d'une toute autre catégorie. Car si vous défendez un complexe de réacteurs et une infrastructure de stockage à long terme, vous ne défendez pas seulement des personnes. Vous défendez le sol lui-même, ce qu'une frappe signifierait réellement. Soyons précis sur ce qu'une frappe sur Dimona serait et ne serait pas. Elle ne créerait pas une détonation nucléaire comme une arme. Ce n'est pas une bombe qui explose comme une ogive, mais elle pourrait créer autre chose. La dissémination de matières radioactives. Dimona est un centre de recherche et de production qui a fonctionné pendant des décennies. La littérature ouverte suggère qu'il peut produire du plutonium annuellement, assez pour des armes. Ce qui signifie que l'histoire du site est par définition l'histoire de la manipulation de matières hautement dangereuses. Certaines estimations publiques placent la production annuelle de plutonium dans la fourchette des quelques kilogrammes. Des chiffres qui semblent abstraits jusqu'à ce que l'on se souvienne de leur finalité. Le risque n'est pas une explosion nucléaire. Le risque est la contamination. Une brèche dans le confinement, un incendie, des explosions secondaires, un panache. Et une fois que l'on parle de panache, on ne parle plus de frontières. Le Negev se situe dans une région où les vents changent. La Jordanie est à l'est. L'Égypte est au sud-ouest. Un événement de contamination ne demande pas de passeport. Il se déplace là où l'air se déplace.
C'est ce qui rend cette menace fondamentalement différente d'une frappe sur une base ou une raffinerie. Elle transforme une action militaire en une crise environnementale régionale. Une crise dont la direction dépend de conditions météorologiques que ni l'Iran ni Israël ne contrôlent. Et c'est pourquoi l'Iran a nommé Dimona. Parce que ce n'est pas seulement une menace pour Israël, c'est une menace pour tous les voisins d'Israël. Et c'est là le but. Élever le coût politique du discours sur le changement de régime si haut que quelqu'un à Washington décide que l'objectif doit être restreint ou que la guerre doit cesser. Pourquoi l'Iran a proféré cette menace maintenant? Le contexte est essentiel. L'Iran ne se contente pas d'échanger des coups. Il mène une guerre dont l'objectif politique déclaré, exprimé ouvertement par les dirigeants à Washington et à Tel Aviv, est l'élimination du régime lui-même. Un changement de régime, pas une frappe limitée, pas une pause négociée. Si vous croyez que votre adversaire tente de mettre fin à votre existence politique, votre calcul coût-bénéfice change. Vous cessez de penser en termes de victoire. Vous commencez à penser en termes de survie et à rendre la victoire de l'autre camp trop coûteuse à poursuivre. L'Iran ne peut rivaliser avec la puissance aérienne américaine. Il le sait. Ses défenses aériennes ont été dégradées. Ses lanceurs ont été traqués. Ses infrastructures ont été touchées. Mais l'Iran peut encore faire une chose. Imposer un coup. Dimona est ce coup. Dimona est l'instrumentalisation de la conséquence. Quand Téhéran parle de dernier missile efficace, il vous dit qu'il envisage une stratégie de la dernière chance. Concentrer ce qui reste. Frapper le point le plus sensible et forcer le monde à passer en mode d'urgence. Non pas parce que l'Iran veut des radiations, mais parce que l'Iran veut un levier de pression. Les marchés intègrent déjà la peur dans leur cours. Les marchés se moquent des discours. Ils évaluent la probabilité. Lorsque Dimona entre dans le paysage de la menace, les marchés n'ont pas besoin de croire que la frappe aura lieu. Ils ont seulement besoin de croire que la probabilité a augmenté, et ils se comportent en conséquence. Le pétrole monte parce que la prime de risque au Moyen-Orient s'accroît. Les assurances maritimes augmentent parce que les assureurs évaluent la perturbation du pire scénario. Les compagnies aériennes modifient leurs itinéraires parce que les coûts du carburant et le risque des couloirs aériens changent. Les banques centrales se recalibrent parce que l'énergie, c'est de l'inflation. Et au moment où un site nucléaire devient une cible explicite, l'éventail des issues possibles s'élargit d'une manière que les modèles détestent. Car on peut modéliser une frappe de missile, on peut modéliser l'incendie d'une raffinerie, on peut modéliser la fermeture temporaire d'un détroit. On ne peut pas facilement modéliser un incident radiologique au milieu d'une guerre. C'est pourquoi la peur devient un prix. Et c'est pourquoi le pétrole à $100 passe à $120. Et pourquoi les gouvernements commencent à parler de déblocage des réserves stratégiques, et pourquoi l'économie mondiale commence à payer pour des décisions prises par des hommes en uniforme à travers les prix à la pompe, les coûts de fret et l'inflation silencieuse qui frappe les familles ordinaires bien avant d'atteindre les discours politiques. Les 36 prochaines heures. La fenêtre d'action immédiate ne se compte pas en mois, mais en heures. La menace de l'Iran est conditionnelle. Elle est liée à la poursuite de l'intention de changement de régime, ce qui signifie que chaque déclaration émanant de Washington et de Tel Aviv a plus d'importance que d'habitude en ce moment. Si Washington signale publiquement ou implicitement que les objectifs se limitent à la capacité nucléaire et aux infrastructures de missiles, les conditions de déclenchement de l'Iran se resserrent. La menace demeure, mais la probabilité d'exécution diminue. Si Washington maintient le cadre du changement de régime, Téhéran doit décider s'il croit que le déclencheur a déjà été actionné. Et si Washington ne dit rien, si la politique intérieure empêche la modération, alors l'environnement décisionnel de Téhéran devient plus dangereux, car l'ambiguïté engendre l'erreur de calcul. Une guerre comme celle-ci n'a pas besoin qu'un camp veuille le désastre. Il suffit qu'un camp interprète mal les intentions, une ligne qui ne peut être franchie en sens inverse. Pendant 60 ans, Dimona a été le sous-texte de la stratégie au Moyen-Orient. Tout le monde planifiait en fonction, personne ne le disait à voix haute. Ce soir, il est devenu le texte. Un acteur étatique doté d'une force de missiles opérationnels a publiquement désigné l'infrastructure nucléaire d'Israël comme une cible et a spécifié les conditions pour la frapper. Cela change le paysage stratégique de manière permanente. Même si la frappe n'a jamais lieu, la menace existe désormais au grand jour. Elle devient partie intégrante de chaque calcul futur, de chaque futur cycle d'escalade, de chaque future négociation. Le monde qui existait avant que Dimona ne soit nommé n'est plus le monde qui existe après. Le Negev est silencieux ce soir, mais les missiles qui la visent, eux, ne dorment pas.